Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite capsule qui va durer, je pense, 20 minutes, avec une intervention au milieu de Wilfried Paris, avocat dissident qui a écrit le volet réforme de la justice du programme EJL. Alors pas les mesures, hein, la réforme du fonctionnement, on va dire. Alors comme vous le savez, EJL, c'est équilibre, justice et logique. Justice et le J, bien sûr, au milieu, parce qu'évidemment, pour moi et pour nous, le problème principal, ex aequo, on va dire, avec le détournement de la Ve République, c'est, en France en tout cas, la justice. On va commencer par le commencement et une évidence que tout le monde oublie. Toute constitution n'est valable que s'il y a une véritable séparation des pouvoirs. Or, aujourd'hui en France, la justice, c'est quoi? La justice a deux défauts majeurs qui découlent du système, d'une part, et qui découlent, à mon avis, d'un problème idéologique et peut-être même d'un plan, d'autre part. C'est un peu bizarre ce que je viens de vous dire, je vais essayer de détailler. Alors premièrement, le premier problème, c'est le lien et le fait que l'exécutif puisse nommer les hauts cadres, on va dire, on va appeler ça comme ça, de la justice. Déjà, c'est quelque chose qui est hallucinant, et je ne comprends pas que personne ne se lève contre ça depuis 40 ans, 50 ans. Nous avons par exemple bien sûr des désignations, des nominations de connivence, des nominations renvoi d'ascenseur. On a des gens qui sont récompensés pour leurs mensonges, qui ont souvent protégé le système ou le président en place, et qui quelques années plus tard, une fois que l'affaire un peu s'est éteinte, ou quelle que soit l'affaire d'ailleurs, eh bien on voit qu'ils ont été promus à des postes supérieurs à ce qu'ils avaient avant, même s'ils ont fait des erreurs ou s'ils ont menti ouvertement. Je prendrai un seul exemple qui dit tout. Bon. Par exemple, vous avez le PNF qui a été créé sous François Hollande avec Manuel Valls, et qui a eu, un rôle extraordinairement dégueulasse, on peut le dire, lors de l'élection de 2017. Parce que s'il n'y avait pas eu le PNF, qui est capable de lancer des procédures en 10 minutes contre des opposants politiques, mais en revanche en 5 ans, voire rien du tout, contre des gens du même bord, eh bien s'il n'y avait pas eu le PNF, l'affaire Fillon aurait fait pchit, et puis personne n'en aurait fait cas, quelques costumes, quelques emplois fictifs. Je veux dire, si on gratte un petit peu, on s'aperçoit que la moitié des élus depuis 40 ans ont fait ce genre d'abus. À peut-être des niveaux différents, mais enfin on fait ce genre d'abus. Donc c'était presque une pratique commune. Donc en fait le PNF a été capable de lancer un truc en dramatisant la situation et avec une vitesse extraordinaire. Hein. Je ne crois pas que si le mis en cause était, par exemple, Emmanuel Macron, à l'époque où Emmanuel Macron, la fabrication était justement fabriquée par les médias vendus et par tout un système, promu par tout un système, eh bien je ne crois pas que, pourtant Emmanuel Macron, je ne vais pas revenir sur des affaires un petit peu scabreuses, mais il y a de quoi faire. Alors vraiment, Emmanuel Macron, si les médias faisaient leur boulot, il y aurait de quoi faire. Il serait plus là depuis longtemps, Emmanuel Macron. Bon. Son patrimoine, sa vie privée, son parcours, son histoire, enfin je veux dire, il y a de quoi le détruire, gentiment. Bon. Mais c'est un peu comme sous Mitterrand. À l'époque, vous vous rappelez que Mitterrand a quand même vécu pendant 15 ans ou 10 ans dans le mensonge, de sa double vie, de sa fille cachée, de sa maladie, de tout. Il a été couvert par le système, globalement, que j'appellerais moi socialo-progressiste, qui était à l'époque socialo-progressiste, avec un peu de franc-maçon derrière, et qui est devenu maintenant socialo-progressiste mondialiste. C'est-à-dire que c'est encore pire. Bon. Eh bien, prenons le cas donc du PNF, et prenons le cas de Bonner. Bonner est quelqu'un qui, dans sa carrière, a fait tout ce qu'il fallait pour montrer qu'il était vendu. Je vais dire les choses simplement, et bien sûr, il y a un dossier énorme sur lui qui ne sortira jamais, qui est entre les mains justement de mon ami Wilfried Paris, qui en était la cible et la victime. Eh bien, ce monsieur a été, comme par magie, promu président du PNF. C'est-à-dire qu'on nomme à des postes importants et des postes qui sont utiles pour le pouvoir les plus vendus, les plus corrompus, les plus soumis au système, et sans doute des mêmes loges. Parce que n'oubliez jamais l'influence extraordinaire des francs-maçons dans tout notre système. Beaucoup de gens en parlent en partant dans des fantasmes sataniques, moi je ne pars pas là-dedans. Je dis simplement qu'il est inacceptable qu'on ait près de 30%
de nos politiciens élus qui soient des francs-maçons, qu'on est au moins pareil dans la justice, dans l'éducation nationale, un peu partout, et que ces gens, finalement, forment, quand on les regroupe, un contre-pouvoir. Et personne n'ose lever le lièvre parce qu'évidemment, avec un contre-pouvoir comme ça, on sait que sa carrière, elle est foutue. Et on devient le vilain petit canard dans beaucoup de milieux. Donc moi, je m'en fous, j'ai pas de poste, donc je peux dire ce que je veux. Donc, on voit par exemple cette promotion, c'est même plus des promotions canapé. Je ne pense pas que Emmanuel Macron et Bonner soit une affaire qui roule. Bon, donc on est dans le truc de connivence, dans la corruption, c'est pas forcément de l'argent, hein, la corruption de poste, je sais pas comment on peut appeler ça comme ça. Donc nous avons aujourd'hui à la tête du PNF, Jean-François Bonner. D'accord ? Et pareil, on va prendre un autre exemple avant de commencer à parler du fond. On a par exemple un ministre de la Justice qui a été nommé à l'été 2020, qui s'appelle Dupond-Moretti. Dupond-Moretti est un avocat, on dirait bien mieux l'avocat des racailles, l'avocat de toutes les ordures, mais on ne peut pas lui en vouloir. Le métier d'avocat consiste évidemment à défendre tout le monde, d'accord ? Mais le métier d'avocat qui consiste à défendre tout le monde, à être parfois de connivence avec des milieux un peu mafieux, je crois qu'il a même avoué qu'il avait reçu des paiements en espèces. Je crois qu'il y a une affaire qui tourne où il dit qu'il a reçu, je sais pas, 100 000 euros et il a acheté une voiture immédiatement avec ces 100 000 euros. Je veux dire, on est dans un truc de fou. Bientôt, ça sera interdit de payer en espèces 2 000 euros, mais le ministre de la Justice est quelqu'un qui a manipulé des espèces venues dans de ses zooms. Enfin, vous m'avez compris, des espèces, c'est jamais clean, hein. Il faut quand même dire les choses. Donc, avec l'argent de la drogue, je vais schématiser, avec l'argent de la drogue, ce monsieur s'est acheté une voiture. Il n'y a pas de problème. Donc, philosophiquement, comment, dans un pays qui était déjà en voie d'ensauvagement et d'insécurité chronique, je parle en 2020, qui s'est bien sûr accentué, comment avoir la provocation de nommer au ministère de la Justice un type qui est l'idole des racailles, un type qui, dès sa prise de fonction, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va visiter les prisons pour voir si nos prisonniers sont bien traités. Un type qui n'aura jamais aucun mot pour les victimes. Mais ça, c'est pas de sa faute, c'est sa formation. Je crois de mémoire que dans le procès Outreau, il est allé jusqu'à faire pleurer des enfants pour leur faire avouer qu'il mentait ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que ce type-là n'a aucune compassion pour les victimes, il a une déformation professionnelle et à mon avis mentale qui fait qu'il va au contraire mépriser les victimes. Donc quand on met un mec comme ça, qui est issu d'un milieu bizarre, ministre de la Justice, et que ce type-là, au lieu de se faire petit, si j'ose dire, il va en plus attaquer les magistrats pour pas qu'ils fouillent un petit peu dans ses affaires. Et il va régler des comptes personnels, sans compter qu'il a eu un panel de clientèle extraordinaire qui sera forcément, ou celui-là, mouillé dans d'autres affaires, et ces gens-là sauront qu'ils ont le ministre de la Justice avec eux, qui leur donnera des informations confidentielles, qui peut-être retardera des dossiers, qui fera des pressions, et ça s'appelle une république. Moi je dirais bananière. Mais au sens large, sans parler des individus, parlons du fond de la justice. Aujourd'hui, depuis 40 ans, nous avons une justice mi-idéologique, mi-corrompue. C'est-à-dire que la partie idéologique, qui est une base franc-maçonne, socialiste, laxisme, culture de l'excuse, anti-France, puisque je l'ai bien dit plusieurs fois, les mêmes faits commis par un Français de souche et commis par un migrant ou par un Mohamed ou par un immigré quelconque, eh bien vous êtes certain que le Français de souche prendra plus cher, parce qu'il n'a pas les excuses. Voilà. Donc, les excuses des codes, voilà ça je veux dire. Donc, on a d'un côté une justice qui est donc laxiste, qui a bien sûr eu les conséquences au bout de 40 ans que nous avons aujourd'hui, à savoir que la justice ne fait plus peur, la prison ne fait plus peur, et bien entendu la police ne fait plus peur. Bien sûr, en parallèle, les gouvernements successifs, bien que conscients que la France avait le taux de places de prison pour 1000 habitants le plus faible d'Europe, alors que c'était le pays d'Europe occidentale le plus dangereux dans son quotidien d'Europe, ils ont toujours reculé, déplacé, annulé une vraie opération de construction de places de prison. Et ils se servent de ça pour dire, écoutez, on veut bien, mais on n'a plus de place dans nos prisons, donc finalement, on va monter le curseur qui permet de mettre quelqu'un en prison. Aujourd'hui, nous avons des violents, des dangers publics, des lyncheurs qui peuvent insulter, menacer, frapper, et qui sortent le lendemain de la garde à vue. C'est-à-dire que ces gens-là, finalement, payent autant que n'importe quel mec qui a fait un petit truc, même routier, qui a été un peu mal poli, il fait une nuit de garde à vue et il ressort. Donc, comme
les fameuses racailles dont je parle tout à l'heure. Donc cette justice idéologique a provoqué, a augmenté, a fait même exploser l'insécurité. Et là, quand je parlais de plan tout à l'heure, moi je vous le dis, je suis persuadé que l'insécurité n'est pas combattue, réellement, parce qu'elle fait partie du plan de la gestion par la peur, comme plein d'autres choses. Mais je ne vais pas en parler aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Donc d'un côté, vous avez cette partie corrompue, pas corrompue, cette partie idéologique de la justice, et de l'autre côté, vous avez la justice corrompue, qui va freiner les dossiers quand c'est du bon côté, qui va même des fois en faire disparaître, qui va en faire traîner, et qui va finalement effacer tout ce qui peut gêner le pouvoir. Pourquoi? Parce que le même pouvoir, au sens large, les nomme. On peut pas juger sérieusement quand on doit juger celui qui vous a nommé, qui vous a promu, qui a fait toute votre carrière, et dont votre carrière dépend. Vous comprenez, c'est la base. Alors, personne n'en parle, parce que je vois qu'il y a même des gens très intelligents, des Bill Gates, comment il s'appelle, je l'aimais bien, celui des sectes, Fenech, des gens qui parlent toute la journée avec un ton très de sachant, et qui ne pointent jamais le doigt là où ça fait mal, à savoir que notre Constitution est invalide par le fait qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Je veux dire, c'est une évidence. Et ce que je remarque, c'est qu'aucun des partis politiques en place, ou en tout cas ceux qui se sont présentés à l'élection, même Reconquête, et bien, même Rassemblement National, même les LR, personne n'a proposé une réforme profonde du fonctionnement de la justice pour casser cette connivence, d'accord, cette non-séparation des pouvoirs. Alors posez-vous la question, pourquoi? Alors peut-être qu'ils se disent que si par hasard ils gagnent, ben eux ils sont contents d'avoir ce système parce qu'ils auront les mains libres, ou alors ils sont tous complices, ils veulent pas changer le système, et tout ça n'est qu'une vaste pièce de théâtre. Il n'y a pas 36 solutions, c'est ou l'un ou l'autre. Et comme nous, EGL, on ne fait pas partie de la pièce de théâtre, évidemment, puisqu'on en est exclu depuis 4 ans, j'en parle assez. Alors il y a un problème psychologique, bien sûr, des gens qui ne accordent d'attention que ce qui passe à la télé. Et puis il y a une action, bien sûr, multiple du système au sens large. Alors le système, c'est un peu un mot fourre-tout, mais disons, toutes les censures d'État, tous les petits médias, même les petits médias soi-disant libres, qui bien sûr boycottent JL depuis 2017, alors que JL est, je répète, le premier mouvement citoyen avant les Gilets jaunes, qui a proposé un programme concret, chiffré, argumenté, tout ce qu'on veut. Mais on ne veut pas donner la parole à cette forme d'opposition et de dissidence-là, parce que cette forme d'opposition et de dissidence est dangereuse parce qu'elle propose quelque chose. Elle propose des choses, plusieurs choses dans le programme, qui pourraient emmener les gens vers quelque chose d'autre, justement. Par ailleurs, tous les dissidents qui, eux, sont dans des petits créneaux, ou antisémites, ou complotistes, ou plan mondial, ou les juifs, les sataniques, tout cela ne sont absolument pas censurés, contrairement à ce qu'on vous fait croire. Ils sont en tout cas moins censurés et moins rendus invisibles que Walter Boujna, EJL Citoyen, mouvement citoyen sain, comme son nom l'indique. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait attaquer la justice, le dossier de la justice, sur 2 axes. Premièrement, les mesures pures et dures, si j'ose dire. C'est-à-dire de prendre en considération la situation actuelle, voir ce qui n'a pas marché. D'ailleurs, au passage, regardez la Suède, je prends un exemple au passage. La Suède, depuis 20 ans, a eu une politique d'immigration très accueillante, laxiste, ils ont des excuses, on doit les aider, etc. Que ce soit dans l'immigration ou dans la justice, dans les mesures de la justice, dans les lois. Eh bien, au bout de 20 ans, quand ils ont vu ce que devient leur pays, eh bien, ils sont en train maintenant, d'abord, l'extrême droite est passée, c'est logique, au bout d'un moment, les gens y comprennent. Et maintenant, au même titre, pareil, à l'instar du Danemark, juste à côté, eh bien, ils vont renforcer leurs lois anti-immigration, leurs lois de la justice, leur police, etc., leur répression, etc., etc. Et nous, on avait 30 ans d'avance sur le problème de l'immigration, et jusqu'à ce jour, personne ne part dans cette voie-là, qui est la voie de la raison, qui n'est pas la voie du racisme, qui n'est pas la voie de l'intolérance, qui n'est pas la voie de l'islamophobie, qui est la voie de la logique. Adapter les lois à l'évolution de la situation.
quand il y avait 2, 3 ou 4% globalement d'immigrés extra-européens, bon, ça pouvait passer. Aujourd'hui que nous sommes à plus de 25% d'extra-européens sur notre sol en comptant les naissances, les étrangers, les sans-papiers, les binationaux, etc., on ne peut plus accepter que notre France devienne une poubelle qui accueille tout le monde et qui doit prendre en charge tout le monde et que nos rues soient devenues des déversoirs de consommateurs de crack et de délinquants multiples et variés, de gens qui ne respectent même plus la police, qui sont des dangers publics et qui sont en liberté. Et qui rigolent parce qu'ils savent que notre État est faible et a peur. Donc, pour revenir au concret, dans les mesures, vous pourrez le voir dans le programme EJL, évidemment qu'on remet des choses comme par exemple la double peine, évidemment qu'on remet des peines planchées, évidemment qu'à un moment donné, les peines qui seront prononcées seront appliquées, évidemment qu'il faut enlever cette hypocrisie d'annoncer une peine en sachant qu'il y a déjà 30% de remise de peine automatique, plus 20% de remise de peine sous bonne conduite, et on sait très bien que quand on condamne un type à 10 ans, il en fera 5. Alors jusqu'à quand on va prendre les victimes pour des cons ? Et ces gens n'ont même pas l'honnêteté d'enlever cette remise de peine automatique et de la déduire directement de la peine et d'annoncer, voilà, c'est pas 10, c'est 7. Et après, attendez, 2 ans de bonne conduite, c'est 5. Et qu'ils aillent dire aux gens qu'ils divisent par 2 toute leur peine, si j'ose dire, et qu'ils aillent dire aux victimes que la vie d'un homme, d'un enfant, d'une femme vaut dans ce pays entre 5 et 7 ans finalement de prison pour l'auteur. Est-ce que vous vous rendez compte du délire ? Donc quand on a une justice aussi délirante, aussi méprisante des victimes, donc quand on voit des cas tous les jours qui sont délirants, que les gens ne cautionnent pas et qu'on nous dise que c'est la justice qui est rendue au nom du peuple français, je dis non, je dis stop. Le peuple français n'est pas d'accord pour cette justice. Mais le peuple français ne veut rien faire, ne veut pas mettre les pieds dans le plat dans le problème de la justice et de cette corruption et de cette non-séparation des pouvoirs. EJL Citoyen est le seul mouvement construit, argumenté, qui a mis les pieds dans le plat. Alors est-ce que c'est pour ça aussi, au-delà même du stop politicien, que le système l'a rejeté? Est-ce que c'est pour ça aussi que ce type-là, qui parle depuis 4 ans et qui démontre tout dans les moindres détails, on lui donne la parole nulle part? Est-ce que c'est pour ça aussi que ce type-là, qui est libre comme l'air, qui n'a pas de tabou, qui n'est tenu par personne, par aucune loge, aucun parti, aucun média, aucun lobby, qui ne vise pas un poste, qui s'en fout complètement, évidemment que tout système a peur des électrons libres, des grains de sable, qui sont tenus par personne. Alors, bon, c'était une parenthèse. Donc revenons sur la justice. Je vais vous mettre un petit extrait de Wilfried Paris, qui va lui vous expliquer ce que je ne suis pas capable de faire, c'est-à-dire le véritable, la nouvelle réforme de fonctionnement de la justice, en termes de nomination, fonctionnement, etc., rapport de force, etc. Pour garantir l'indépendance de l'institution judiciaire, ce que nous proposons est très simple. Il s'agit de faire élire au suffrage universel certains magistrats. Non pas les 8500 ou 9000 magistrats de France, mais certains hauts magistrats, à savoir les présidents de tribunaux, les procureurs de la République, les premiers présidents de cours d'appel et les procureurs généraux près les cours d'appel. Ces gens-là doivent être promus par un vote au suffrage universel du peuple tous les 6 ans. Ainsi, ils rendront compte de leur travail et comme en Amérique, ils seront élus ou rejetés en fonction de leur travail. Ils formeront le cortège des hauts magistrats. En cette qualité, ils éliront les très hauts magistrats de la Cour de cassation et les très hauts magistrats du Conseil d'État. Puis, l'ensemble de ces hauts et très hauts magistrats se réuniront pour élire les membres du Conseil constitutionnel. Et enfin, parmi les membres du Conseil constitutionnel, nous tirerons au sort 3 des membres du Conseil constitutionnel qui formeront le consulat judiciaire. Ce consulat judiciaire prendra les décisions qui sont actuellement prises par le ministre de la Justice. Ainsi, nous aurons une institution judiciaire totalement indépendante et ayant la qualité d'un pouvoir qui tire sa force et sa légitimité d'un vote direct ou indirect du peuple au suffrage universel ou bien au suffrage qualifié. C'est très simple, il suffit de le vouloir.
Et vous comprendrez, si vous avez écouté ça et que vous allez cliquer sur tous les liens que je vais vous mettre en dessous, que si on ne commence pas par ça, aucun programme n'est viable, n'est valable et ne changera la société. Commençons par remettre de la séparation des pouvoirs, sans bien sûr tomber dans le gouvernement des juges, évidemment, et remettons de la démocratie en bas de la justice et de la nomination entre gens qui ont été élus en haut de la justice. Donc quand vous aurez écouté ça, eh bien, n'ayez pas peur de diffuser, n'ayez pas peur de poser des questions, n'ayez pas peur de commenter et n'ayez pas peur de comparer. N'ayez pas peur de comparer ce que propose le GIEC depuis 4 ans dans le vide et le silence et le boycott et ce que vous avez sur le marché. Même chez Reconquête. C'est ce que je proposais d'ailleurs, mais personne n'a écouté. Reconquête ne proposait rien à ce niveau-là. Parce que Zemmour est un fanatique de la Ve République. Il ne voulait pas avoir une justice indépendante. Et, à mon avis, Marine Le Pen, c'est pareil. Bon, Macron et toute la clique, c'est bien sûr pareil. C'était pareil. Donc, tant que vous ne vous attaquez pas à ça, tout le reste c'est que de la fumée. Donc, je vous invite à écouter ça, à cliquer, à réfléchir. Et pas réfléchir en termes de qui c'est celui-là, on connaît pas EGL, il est passé nulle part, ça doit être bidon, etc. Dites-vous que si je ne suis passé nulle part, si EGL ne passe nulle part et est boycotté, suspendu partout, c'est justement parce que c'est intéressant. Vous devriez comprendre comment ça se passe, comment le système choisit sa dissidence pas dangereuse. Merci.